Salut, c'est Thomas Rozek. Quand on balaye, comme je le fais et comme vous le faites aussi sans doute, l'actu récente sur le fil d'infos de nos réseaux sociaux, des collisions étonnantes se produisent parfois. Ainsi, on peut voir se croiser des images d'apparence similaire, mais qui décrivent pourtant des réalités très éloignées. Par exemple, lorsque se succède sous nos yeux une photo du récent mouvement de protestation des pompiers à Paris, qui comme la plupart des manifs ces dernières années a viré à la castagne avec la police, et une autre image, des protestations là aussi très musclées à Hong Kong, ce sont d'abord les ressemblances qui apparaissent. Puis rapidement, un constat s'opère. Alors que sur le papier, rien ne ressemble plus à un manifestant énervé qu'un autre manifestant énervé, en termes de traitement médiatique, la distance renverse la perception. Ainsi, on vantera l'inventivité, le courage, la résistance des protestataires hongkongais, alors que chez nous, les montées de tension ou les scènes d'émeute seront jugées uniquement sous l'angle du débordement, de la violence forcément négative. Qu'est-ce qui explique ces différences ? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à donner du sens au mouvement de colère quand il se passe sous nos fenêtres ? Pourquoi notre pays, dont la démocratie est née d'une révolte populaire, semble ne plus supporter les mobilisations dans la rue ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Il y a des gens qui revendiquent, je le comprends parfaitement, mais quand on en arrive à cette violence-là, c'est inadmissible. Nous avons vu déferler sous nos fenêtres et j'avoue que ces hurlements, ces cris, etc. Personne ne sait ce qu'ils veulent, même pas eux d'ailleurs. Je pensais 2 minutes que par exemple au Fouquet's, il y a 400 personnes au chômage technique. Moi qui ai vécu à Paris pendant l'occupation, pendant la guerre, je n'ai jamais vu les Champs-Élysées dans cet état de ravage. Ça c'est révoltant, ça nous fait de la peine de voir notre pays dans cet état. Notre invité pour évoquer tout ça, c'est Romain Huette. Il est maître de conférences en sciences de la communication à l'université Rennes 2. Il vient de signer le livre « Le vertige de l'émeute » aux presses universitaires de France. J'ai commencé par lui demander justement s'il y avait une explication ou un début d'explication à cette différence de traitement médiatique que j'évoquais en introduction. Alors, je ne sais pas si j'ai le début d'une explication, mais ce qui me paraît assez clair, c'est qu'il y a une certaine opacité en fait sur le geste émeutier, où ça suscite immédiatement une espèce d'effroi, une espèce de peur. Généralement d'ailleurs, on exagère, en tout cas on a une façon assez excessive d'approcher la question de l'émeute, en la disqualifiant immédiatement, en la désapprouvant moralement immédiatement. Alors qu'effectivement, quand on voit comment on traite médiatiquement des émeutiers à Hong Kong, finalement au fond, il y a assez, en tout cas de façon superficielle, on pourrait dire qu'il y a assez peu de différence avec les personnes qu'on rencontre dans la rue ici, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à se saisir et en tout cas à examiner très clairement en fait à la fois la portée politique, la dimension politique de l'émeute et la dimension expérientielle, existentielle en fait de l'émeute. Ça m'interroge en fait de voir cette zone d'opacité assez évidente pour chez nous en tout cas. Est-ce qu'une des raisons, une des explications à cela ne serait pas dans le terme émeute ? Tout simplement, dans le simple mot d'émeute, parler de disqualification. Est-ce que le simple fait de qualifier justement des mouvements de colère dans la rue d'émeute les rend immédiatement, on va dire, infréquentables ? Oui, je pense qu'il y a le terme d'émeute peut renvoyer en tout cas à une dimension un petit peu péjorative du politique, renvoie généralement en fait à cette espèce de débordement, une idée de débordement non maîtrisé, voire même de violence incontrôlée, ce qui me paraît assez faux par ailleurs, puisque la plupart des émeutes sont d'ailleurs une dimension assez ludique par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose plutôt du simulacre de la violence que de la violence effective, qui reste quand même très très mesurée. Et en même temps, on pourrait dire que cette violence donc, qui est domestiquée, ce débordement, en fait, nous met face à une question qui est un petit peu compliquée, c'est-à-dire comment on se tient devant quelque chose qui paraît s'effondrer, comment on se tient devant quelque chose qui n'est plus de l'ordre, quoi, qui est la production d'un désordre très localisé. L'émeute, c'est quand même ça. C'est la production d'un désordre très très localisé, la simulation d'un chaos très ponctuel dans le temps, c'est-à-dire que ça dure très très peu de temps. On prend le 16 mars qui a choqué évidemment beaucoup de personnes. Les Champs-Élysées se retrouvent dans une situation chaotique qui se voit par la perception, les yeux. Vous voyez le paysage, il n'a plus rien à voir. La rue arrogante qui était les Champs-Élysées ne l'est plus. Elle est désordonnée. Et donc évidemment, cette question du chaos, pour beaucoup d'individus qui sont acquis à la nécessité de l'ordre, ne voient rien de bon en fait dans cette idée de chaos, et donc nous place devant une situation en fait de ne pas savoir comment se tenir face à quelque chose de très imprévisible qui défie nos perceptions, à la fois intellectuelles bien sûr, mais aussi même visuelles, quoi. Vous insistez sur plusieurs fois dans votre livre sur cette notion de simulacre, justement. Pourquoi est-ce que c'est un simulacre du chaos, l'émeute ? Pourquoi c'est pas du chaos tout simplement ? En tout cas, politiquement et donc médiatiquement, c'est comme ça qu'on nous le vend. On nous le vend comme du chaos, point barre, pas du simulacre, justement.
Je parle essentiellement de simulacre pour dire que déjà c'est un chaos qui est un petit peu joué, qui est extrêmement circonscrit, c'est-à-dire que ça va être quelques vitrines qui vont être brisées, ça va être une rue, ça va être une zone très très délimitée. Exactement, du mobilier urbain qui est déplacé, mais il me semble que là on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la simulation, et qu'au fond finalement il y a cette volonté de créer une espèce de passion de l'effondrement en fait, mais qui est très très réduite dans le temps, parce que vous repassez 3 heures après ou le lendemain, la rue en fait est de nouveau comme elle était hier. Et évidemment, en fait, personne ne s'attend véritablement à griffer et gratiner, enfin vraiment, faire effondrer en fait la rue dans le long terme. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une passion destructrice ici. On est peut-être plus dans une passion un petit peu de l'effondrement en fait, qui peut-être qui produit un petit peu cette idée que on fait comme si on mettait, comme si le monde devenait une table rase, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait recommencer, que dans ce moment chaotique, c'est là où il y avait à créer, c'est là où il y avait à reconstruire, à rebâtir. On sait très bien que, très clairement, en fait, l'émeute n'est pas cette occasion-là. Elle le feint, elle le suggère, mais elle ne le fait pas. Est-ce qu'elle le fait de manière consciente ou inconsciente ? C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est est-ce que les émeutiers eux-mêmes ont conscience d'être dans une simulation du chaos, ou ont, sur le coup, la vraie volonté de mettre à bas ce qu'ils dénoncent ? Je pense que je vais faire l'hypothèse immédiate que les gens ont tendance à savoir ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que la plupart sont assez convaincus en fait sur quelque chose qui est plutôt simulé, quelque chose qui est qui n'a pas d'effet concret et durable. C'est-à-dire que le geste que je pose sur le monde, et ici mon geste qui participe à son effondrement, je sais très bien en fait qu'il n'a pas vraiment de portée sur le long terme. Maintenant, évidemment, il y a des cibles aussi. Évidemment, en fait, on choisit évidemment les établissements que l'on voudrait effectivement égratigner. C'est pas par hasard si ce sera surtout les agences immobilières, les agences d'intérim, les agences de banque, etc. De ce point de vue-là, on voit que c'est toujours très très précis. Donc, il y a une maîtrise très claire en fait aussi de la cible. C'est pas une destruction de n'importe quoi. Enfin, il peut y avoir toujours des cas particuliers, mais que de façon générale, c'est toujours quelque chose qui est domestiqué. Et dans mon livre, j'essaye d'insister sur le fait que, et d'ailleurs bien heureusement, c'est une violence qui est domestiquée. Quoi. Mais justement, si elle est domestiquée, si elle n'est qu'une simulation, si finalement elle n'est qu'un exercice très restreint et fermé, restreint dans le temps, j'entends, et même dans l'espace, se pose, et vous posez d'ailleurs la question de son utilité, de son rôle. À quoi elle sert, l'émeute ? Ouais, c'est une question difficile, parce que je pense qu'en fait, elle a déjà j'insiste beaucoup sur cette dimension à la fois individuelle et collective, c'est-à-dire, au fond, en fait, un individu qui participe à une émeute, quelle épreuve subjective il fait de lui-même, de la vie, quelle rencontre il fait avec le réel. Et il me semble qu'ici, il y a dans l'émeute une forme de passion pour le réel, quoi. C'est-à-dire que finalement, au fond, si je prends simplement un exemple, le pouvoir, je ne le rencontre pas dans la vie de tous les jours. Il agit sur moi, il me traverse, évidemment, quoi. C'est-à-dire qu'il est assez dispersé, assez diffus. Bref, je me constitue à l'intérieur de cela, mais en même temps, en fait, je ne le vois pas, quoi. C'est quelque chose que j'ai du mal à saisir. Dans l'émeute, il y a quelque chose où j'objective le pouvoir d'une façon un peu grossière, quoi. C'est-à-dire que le pouvoir ici va se traduire par exemple par les forces de l'ordre qui vont me courir après, qui vont me lancer un certain nombre de projectiles sur moi, qui vont c'est-à-dire que je vais rencontrer sa matraque. Quand je rencontre sa matraque, je rencontre d'une certaine manière sa brutalité, et qui est nette, en fait, qui est claire, ce qui ne m'arrive pas dans la vie de tous les jours. Donc ça, je crois qu'il y a quelque chose qui est assez un peu important, et qui produit justement une forme de vertige, au titre de ce livre. C'est quand l'existence se met à hurler en moi, comme d'une certaine manière, elle hurle aussi parce que je rencontre physiquement les choses. Et puis il y a une dimension aussi peut-être un peu plus collective, c'est sur la façon dont on est ensemble dans l'émeute. C'est-à-dire que l'idée, c'est de penser l'émeute comme un moment de corps qui sont assemblés les uns avec les autres, qui se touchent, qui se tiennent, qui peuvent se désolidariser parfois. Mais de façon générale, par exemple, on va faire une expérience un petit peu collective qu'on ne retrouve pas d'ailleurs généralement dans d'autres situations. Un exemple très basique, c'est que l'émeute est un moment de solidarité improvisée assez régulière. On s'entraide vous tombez par terre, il y a quelqu'un qui vous soulève, vous avez une blessure bénigne, quelqu'un va venir vous soigner. On est vraiment toujours un peu dans les mains de l'autre, une forme d'interdépendance. Et je pense que là, effectivement, il y a ici un vertige qui est de l'ordre beaucoup plus collectif dans le rapport que les corps entretiennent les uns avec les autres. Et puis, il y a quand même une dimension qui, me semble-t-il, est politique, parce que derrière cette passion pour le réel, il faut y voir aussi quand même la réponse à une subjectivité qui est un petit peu vidée, une absence à soi qui est devenue assez régulière dans la quotidienneté, c'est-à-dire
que l'émeute, me semble-t-il, revendique une exigence d'expressivité, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, comment fait-on pour essayer de conduire des vies dans lesquelles on se reconnaît un petit peu dans ce qu'on en fait, dans lesquelles nos qualités, on peut les extérioriser dans le monde, etc. Et je pense qu'il y a cette portée politique qui peut avoir une certaine efficacité. Et de ce point de vue, je crois que les derniers mouvements, et en particulier les Gilets jaunes, ont réussi à griffer le pouvoir. Ils n'ont fait que le griffer, évidemment, quoi. Mais d'une certaine manière, si ça n'était pas passé peut-être par la forme émeutière, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette même efficacité, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça produit aussi, ça met un peu en émoi le pouvoir, ça le met dans une situation un peu de peur, d'effroi, et il est obligé de se déployer encore plus massivement qu'il ne le faisait auparavant. Ça, c'est assez inédit. On pourrait dire que là, il y a une efficacité politique qui a été claire, quoi. Est-ce que ça participe de ce que vous appelez l'expérience charnelle du politique, ce moment émeutier? Oui, j'insiste beaucoup sur cette idée d'une expérience charnelle du politique. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, qu'est-ce qui est délaissé, qu'est-ce qui est disqualifié, c'est la forme de participation politique dans laquelle, par exemple, on va faire une marche, simplement, qui est quasiment comme une marche endeuillée, dans laquelle on va peut-être crier un petit peu, mais c'est déjà très très routinier, c'est très banal, en fait, dans lequel en fait il n'y a aucun événement concret. Je ne fais pas l'expérience d'un événement concret. Alors disons que l'émeute ici vient réagir vis-à-vis de cela, parce que là, sur le coup, l'émeutier va faire des événements, va faire l'expérience d'événements concrets, alors des expériences qui vont bien sûr produire des affects en lui extrêmement forts. Ça peut être aussi bien de la peur, évidemment. Ça peut être aussi en fait une espèce d'ivresse, une espèce de joie en fait dans ce moment un peu avec une tonalité un peu de tourbillon d'affects dans lequel se mélangent beaucoup de choses. Et donc là ici c'est une épreuve. J'appelle ça moi une épreuve vivante du politique. Ça renvoie évidemment à cette dimension charnelle. Mais l'émeute est aussi, et c'est ce que je me suis dit plusieurs fois en lisant votre livre, l'émeute c'est aussi un instrument de pouvoir pour le politique, c'est-à-dire dans le sens où l'instrumentalisation qui en est faite justement sert le politique, ça sert à disqualifier, on en revient à ce qu'on disait au début, ça sert assez facilement à disqualifier les mouvements. Lorsque les mouvements partent en émeute, assez rapidement, justement, ils peuvent perdre de leur potentiel politique dans le sens où ils ne sont plus considérés comme interlocuteurs sérieux. Oui, mais de façon générale, j'ai l'impression que justement, ça c'était effectivement un argument de délégitimation qui a duré depuis des temps et que progressivement cet argument ne fonctionne plus, quoi. C'est-à-dire que cet argument devient de plus en plus neutralisé parce que si vous observez quand même ces dernières années, en fait, rares sont les manifestations qui se passent bien, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y aurait pas cette espèce de débordement. De confrontation, quoi. Ouais. Voilà, et que progressivement on est en train de lever en fait cette espèce de barrière morale qui vise à condamner en fait immédiatement tout acte de violence, ce qui peut d'ailleurs être une source d'inquiétude, mais qui en même temps montre l'inefficacité de cette disqualification en fait de cette épreuve politique. De la rue, on l'écoute, la rue, on est attentif, on ne la méprise pas. Je pense qu'il faut interdire les manifestations. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. Le gouvernement ferait bien d'écouter la grogne qui monte sur ce sujet. Lorsque on va, le samedi, dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Il y a aussi quand même quelque chose qui revient et dont on a du mal, peut-être que c'est en train de changer comme vous le disiez, mais on a encore du mal à s'en défaire de cette idée que l'émeute et donc la violence, c'est un constat d'échec, à la fois pour le coup un constat d'échec partagé, à la fois pour le politique, puisque ça veut dire qu'il ne répond pas suffisamment aux attentes des gens qui manifestent et qu'il les met dans une telle situation de désarroi qu'ils en viennent à user de la violence, mais aussi pour les protestataires qui n'arrivent pas à se faire entendre pacifiquement et qui donc en arrivent à la violence. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Le danger, évidemment, sur la façon dont on s'entretient sur l'émeute, d'ailleurs, en ce moment, c'est de l'esthétiser. Oui. C'est-à-dire, d'une certaine manière, en fait, de montrer, en fait, l'émeute un peu comme une forme de puissance. Elle est aussi déclaration d'un pouvoir. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, elle est le produit d'une mise en échec de ses propres revendications, d'une mise en échec d'un rapport au monde qui serait harmonieux, qui serait, en fait, facilité, d'une relation, en fait, qui serait facilitée. Alors évidemment, quand on en vient à faire l'expérience, voire même à la désirer, en fait, cette expérience du désordre, c'est la déclaration en fait d'une forme d'un pouvoir, parce que finalement le dialogue ne fonctionne plus, parce que les autres modalités d'intervention dans le politique en fait ne fonctionnent plus. C'est que le monde est devenu de plus en plus impraticable, et devant un monde de plus en plus impraticable et incompréhensible, et bien évidemment en fait on est dans une relation tout à fait déceptive, et cette relation déceptive peut encourager en fait à essayer d'autres modalités d'intervention politique. Et du coup, est-ce qu'elle est condamnée à être une impasse, l'émeute ?
C'est délicat. C'est une question difficile. En tout cas, moi, je termine sur cette idée qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'absurde dans l'émeute, qu'il y a... Bon, déjà que c'est une toute petite scène du politique, il ne faut pas non plus... Oui. Évidemment, moi, je focalise dessus parce que je veux illustrer, je veux sortir... Investir de plus que ce qu'elle n'est. Voilà, oui, il ne faut pas investir exactement de plus que ce qu'elle n'est, quoi. De façon générale, on peut regarder les choses de deux manières. D'une certaine manière, on voit effectivement qu'il y a quand même une certaine efficacité politique. Et donc, oui, je crois que ça griffe effectivement le pouvoir. Ça fait peut-être même un peu plus que le griffer, ça le déstabilise. Mais en même temps, en fait, elle était un échec qui est perpétuellement reconduit, quoi. C'est-à-dire que d'une façon générale, je suis pas sûr qu'on obtient des gains politiques sérieux et consistants à travers l'émeute. Rien ne remplace. Ça serait réduire le politique d'ailleurs à quelque chose de très très événementiel, ce qui serait assez idiot, quoi. Donc la question, c'est comment évidemment il se construit en fait des formes de participation politique, d'ailleurs en dehors de la scène émeutière. Et je pense que de ce point de vue-là, donc ce livre essaye aussi un petit peu d'aborder ce que certains mouvements, comme les zadistes, par exemple, sont en train de faire. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le moment événementiel, la prise de la rue, les corps rassemblés, c'est aussi en fait dans le quotidien comment les individus essayent de penser des formes de vie, pour l'instant assez mineures, mais dans lesquelles en fait on peut la revendiquer comme des vies à la fois dignes, authentifiées, peut-être inspirantes. Et c'est peut-être ça évidemment le noyau consistant de la politique. L'événement en tant que tel, évidemment, il n'y a rien à attendre d'un événement pur, quoi. Il y a une contradiction qui, moi, m'interroge dans notre société. C'est que la mythologie républicaine veut que la France, la République française, soit fondée justement sur une émeute, en tout cas sur un moment émeutier qui a été la Révolution française. Malgré ça, malgré donc l'importance qu'on accorde symboliquement et intellectuellement à cet instant précis, qui était un instant de violence quand même, et qui est représenté comme tel à travers un bon nombre notamment de peintures, de symboles qu'on a gardés de cette époque-là, malgré donc l'importance qu'on lui accorde, on garde une perception extrêmement négative de ce qui se passe aujourd'hui dans la rue. Et donc ça crée pour moi une espèce de contradiction entre une émeute qui serait mythifiée, une émeute qui serait glorifiée, et une émeute qui serait, pour le coup, dénigrée ou rejetée immédiatement. Je ne sais pas quel ressort est à l'œuvre pour expliquer justement cette différence. C'est difficile parce qu'évidemment, quand on se rapporte en fait sur un moment qu'on va mythifier, sur du passé, c'est évidemment beaucoup plus facile de voir ce qu'a pu produire en fait l'événement en tant que tel. Or là aujourd'hui, on est en train on est contemporain en fait à ce qui est en train de se passer. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une participation à quelque chose qui est en train de se faire devant nous. Et donc évidemment, il y a forcément en fait des formes de réticence parce qu'on n'en sait pas l'issue. Et puis, bien sûr, évidemment, en fait, on a plutôt pas trop intérêt, en fait, à en reconnaître sa véritable puissance, sans quoi, évidemment, le pouvoir ici serait complètement déstabilisé, voire même serait renversé. Et donc, c'est pas si étonnant que ça que finalement, au fond, on perçoive ces mouvements-là comme des mouvements porteurs de négativité en tant que tels. Ouais. Finalement, on ne voit que ce que l'émeute détruit, mais pas ce qu'elle construit. Oui, je pense. En tout cas, je pense qu'en fait, de façon générale, on n'arrive pas à l'éprouver. De façon générale, on en reste un petit peu trop dans une espèce de surface un peu facile, d'assimiler l'émeute à un moment de pure casse, de pur agir nihiliste dans lequel il y aurait une attente de rien. Ça, par contre, je pense que c'est être complètement à côté de ce qui se joue effectivement dans l'épreuve émeutière, qui justement, en fait, exprime des formes d'attente extrêmement confuses. On est d'accord, il n'y a pas forcément une unité politique entre les gens. Des attentes confuses, mais des attentes des attentes de monde, quoi, une passion pour le monde. Regardez, pendant la loi travail, sur les murs, on voyait cette expression qui est très jolie, le monde ou rien. C'est évidemment tout à fait opposé, en fait, avec cette perspective nihiliste, quoi. C'est que derrière, il y a des attentes existentielles qui sont des attentes de densité existentielle qui s'expriment. Sauf qu'évidemment, elles ne s'expriment pas par les formes langagières dont on a l'habitude de les éprouver. Mais il suffit quand même de regarder ce que les gens sont en train de taguer sur les murs, en même temps dans les manifestations, etc. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire une vraie interprétation de ce qui est écrit, pour regarder justement quelles sont les tonalités de ces messages, qu'est-ce qui est revendiqué comme forme de vie ou comme exigence d'expressivité.
Par ailleurs, on ne s'est pas intéressé aujourd'hui à l'organisation très genrée des émeutes, d'où les femmes sont souvent absentes. On avait consacré un épisode à ce sujet il y a plusieurs mois avec ma camarade Victoire Toyon. On avait discuté avec la professeure de philosophie Elsa Dorlin et on avait tenté de comprendre où sont les casseuses. Si la question vous intéresse, vous savez où aller. Merci à Romain Huette pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Thomas Play. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.